Le film est un mélange de plusieurs choses. Il est un film de genre, il est une critique, une satire, une critique des médias, une critique politique, il est une critique sociale. C'est par où vous avez commencé par où? Je crois qu'on a commencé par une envie esthétique de faire un film de genre. Je pense qu'avant tout ce sens qu'on met sur le film, nous, notre envie première, c'était de revenir à nos premières amours cinématographiques. C'est on a fait un premier long métrage à quatre, qui était une comédie dramatique. Et quand on s'est mis à faire des films juste tous les deux, ce qui était notre envie de base, on s'est un peu questionné sur qu'est-ce qu'on voulait faire comme cinéma. Et on en est un peu revenu à ce qui nous avait donné envie de faire des films à la base, et c'était vraiment le cinéma de genre, puisque nous, on a baigné là-dedans quand on était petits. On regardait beaucoup les films de Wes Craven, de Carpenter. Donc on était assez fan de genre, donc l'envie première, c'était un truc esthétique, et c'était une envie de s'inspirer un peu des monstres du cinéma américain et de les amener dans le sud-ouest de la France où nous on a grandi. Donc c'est un peu la rencontre de ces deux choses-là. Et à cette envie esthétique, c'est ajouter une envie de fond, parce qu'on trouve que le genre, c'est toujours un véhicule pour faire un portrait de notre époque. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et du coup, le scénario de requin, on l'a redéveloppé pendant le Covid. Et il y a eu c'était en plein confinement, en fait, et il y a eu ce truc-là un intrus qui est un animal, entre guillemets, qui tue à l'aveugle, s'immisce dans notre société et cristallise un peu les colères des uns et des autres et met un peu la pagaille au sein d'une petite société. Donc là, c'était avec le requin et du coup, c'était notre angle d'attaque, c'était celui-là pour parler du requin, quoi. Mais selon moi, effectivement, les films de genre, ils réussissent beaucoup plus à être critiques que des films qui veulent le être depuis le départ. Effectivement, là, on a beaucoup de chances d'aborder des sujets très relevants de notre société. Effectivement. Hmm. Mais plus précisément, ce requin, c'est un monstre le premier monstre que vous aviez dans Teddy, c'était le loup-garou. Est-ce que c'est aussi une façon d'affronter vos peurs? Est-ce que c'est une espèce de thérapie, on pourrait dire aussi? Ouais. On peut considérer que ça pourrait l'être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment envie de parler de la société dans laquelle on vit, mais on n'a pas envie de le faire de façon frontale. Je crois que ça nous, aussi tout bêtement, parce qu'en tant que cinéaste, ça nous amuse pas de faire un film naturaliste sur un sujet grave. Par exemple, pour Teddy, si on avait fait un film sur la radicalisation premier degré, je pense on se serait peut-être pas amusé en le faisant. Il y a une espèce de gravité. Et je crois que le monstre, c'est une façon de rendre aussi ludique des sujets qui sont assez graves en fait, et du coup de les rendre aussi ludique pour les spectateurs, mais aussi ludique dans leur fabrication, quoi. Je pense que c'est vrai que la peur pour les spectateurs, c'est vrai que enfin, pour nous comme pour les spectateurs, c'est peut-être une façon d'exorciser ces angoisses, mais c'est une façon aussi de les mettre à distance, parce que je trouve que le genre, ça reste une façon d'aborder la peur qui est légère, et du coup faire tourner la peur en dérision à travers le film de genre, c'est aussi une façon de la mettre à distance et de presque d'en rire et de s'en amuser, et donc d'une certaine façon, oui, peut-être de l'exorciser oui, en mettant à distance, quoi. Mais ce qui est assez marrant avec les monstres, c'est que nous, en fait, on a grandi du coup à la campagne, donc dans le sud-ouest, et on s'est quand même beaucoup ennuyé dans notre enfance. Et on était assez fans, donc notre mère nous lisait les bouquins de Stephen King, et on voyait pas mal de films d'horreur. Et c'est vrai qu'au final, les monstres, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, on les souhaitait presque quand on était enfant, c'est qu'on imaginait qu'il y avait des monstres ou quoi dans la campagne. C'était un truc qui quasiment était un peu excitant pour nous hein, quand on était gosse. Ça mettait un peu d'animation dans cet ennui. Donc je pense qu'il y a un peu dans nos films, ça paraît un peu cette idée de montrer des petites communautés où il se passe pas grand chose, où l'ennui règne en général en seul maître, et donc où il y a une créature qui arrive et qui vient un peu foutre la pagaille dans ce truc-là, quoi. C'était le cas dans Teddy et c'est aussi le cas dans l'année Très du bien. requin. Par contre, cette fois, vous avez choisi une femme, un rôle féminin comme protagoniste. Vous l'avez développé comment, plus précisément, ce rôle? On avait envie que le personnage de gendarme soit une femme. On n'avait pas envie par contre d'en faire un sujet, c'est-à-dire qu'on trouvait intéressant justement de faire un film avec une femme de 50 ans pour jouer le rôle principal, mais sans que ce soit quelque chose qui soit le sujet du film. Alors c'est vrai que le film n'en parle jamais.
le seul endroit où on en parle, c'est où on ramène un peu le personnage au fait que c'est une femme, c'est justement dans la haine sur les réseaux sociaux, à partir du moment dans la deuxième moitié du film, où d'un coup les gens qui déversent sur elle leur haine par rapport au retour du requin, d'un coup la ramènent à sa condition de femme, et c'est le seul truc où on prend conscience que c'est une femme. Sinon on la traitait vraiment comme un personnage, sans se poser la question de son Oui, sexe, quoi. absolument. Et c'est qu'on on voulait, voilà, on se trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des héros féminins sans jamais que ce soit le sujet du film. On trouve Ouais, que c'est ça aussi une vraie victoire féministe pour le coup, c'est de se dire qu'en fait, au final, c'est absolument. juste des personnages avant tout, quoi. Absolument. Par contre, peut-être 2 mots sur comment vous avez trouvé Marina Foy pour le rôle, pour le personnage? Mm. Je sais que Marina, on a pensé à elle assez tôt dans l'écriture. Alors, ce qui est marrant, c'est que Requin, c'est un film qu'on a commencé à écrire avant Teddy même. On a commencé en 2017. Et je crois qu'assez rapidement, on a imaginé Marina Foïs dans le rôle parce que, alors peut-être parce qu'on l'avait vu dans Police de Maïwenn, qu'on l'avait déjà vu du coup jouer une flic et qu'on savait qu'elle avait un peu peut-être cette dureté, cette autorité qui lui permet enfin qui colle bien au rôle, et en même temps elle a un fort potentiel comique que nous on aime beaucoup quand on était petit. Je crois qu'on l'a vu peut-être dans La Tour Montparnasse Infernale ou dans des comédies plutôt populaires, mais on sait qu'elle avait aussi cette force comique. Et elle a un peu ces deux registres qu'on aime bien. Et on l'a rencontrée, on lui a fait voir le film Teddy, on lui a fait une projection du film Teddy, puis elle a accepté de nous suivre assez. Ça s'est fait assez naturellement pour le coup. Je pense qu'on aimait bien, c'était que Marina, elle est quand même assez expressive comme comédienne. Et là, on a un petit peu cassé ce truc-là avec elle, et on a fait un personnage très monocorde et très premier degré tout le temps, et on trouvait que c'était assez marrant de la faire aller sur ce registre-là qui est un peu, qui peut-être lui est pas le plus naturel, mais voilà, je trouve ça assez drôle. Mais ça, c'est la même chose que pour Cadmerat, en fait, je dirais, hein, parce que c'est pas forcément le répertoire, c'est pas un rôle dans son répertoire habituel. Euh, C'était l'été. Mhm. Oui, c'est pareil. Pour Cadmerat, c'était un peu l'idée qu'on avait aussi. Cad, c'est un acteur qu'on a quand même l'habitude de voir dans des comédies populaires et qui est extrêmement connu en France, mais pour des films qui sont totalement différents des nôtres. Et c'est vrai qu'on aimait bien l'idée de faire travailler cette figure-là qui est très connue pour jouer un rôle en fait secondaire dans le film, qui est en fait là en soutien du personnage principal, mais qui est quand même très en retrait. On trouvait intéressant d'avoir Kat qui est quand même très connu pour ce rôle-là, quoi. Et en même temps, c'était aussi l'idée de détourner un peu cet acteur-là, de le prendre dans un film qui est un peu plus, parce qu'on fait quand même des films qui sont assez bizarres et assez radicaux. C'est vrai que l'idée de prendre Cadmerade et de le filmer au grand angle, au 12 mm, et parce que la caméra aussi, la façon qu'on a de filmer, ça déforme aussi un peu les acteurs, donc il y avait aussi une façon Mhm. de le filmer différemment, quoi, voilà. Un des rôles ouvertement comiques, à mon avis en tout cas, est le personnage du propriétaire du village de vacances, Mamouche, je pense, non? Oui, oui. Mhm. Pourriez-vous Ouais, dire un peu plus comment vous avez conçu ce personnage? Est-ce que vous avez été, et peut-être aussi l'acteur qui va avec? ouais. Bah, je crois que sur le papier déjà, enfin même dans la façon dont on a écrit le personnage, c'était un personnage assez décalé parce que nous on aime bien mélanger le genre et la comédie. Je trouve qu'on trouve que c'est quand même deux genres qui marchent bien main dans la main. Et nous on aime bien que le pendant solaire du film soit un peu absurde et décalé pour un peu contraster avec les scènes plus dark. Et là, lui, ça a été donc c'est un acteur non pro. Ça fait partie des trucs que nous, on a toujours à cœur de faire dans nos films. C'est toujours de mélanger un casting d'acteurs professionnels avec des acteurs non professionnels qu'on caste pour le coup dans les régions où on tourne. Parce que pour nous, filmer dans le sud-ouest, c'est aussi filmer les gens qui habitent dans le sud-ouest de la France et qui ont du coup l'accent du sud, etc. C'est un truc auquel on tient beaucoup. Et lui, ça a été une rencontre qui s'est faite par le biais de notre directeur de casting, qui avait pour mission de nous trouver des gens qui avaient jamais joué la comédie. Et donc lui donc a fait une première série de casting. Nous on a vu des vidéos qu'il a faites, et ensuite on a fait peut-être une deuxième série de casting où nous on a rencontré les gens qu'on avait présélectionnés. Et lui c'était un petit peu un coup de cœur. Pour le coup c'est un monsieur qui travaille à la mairie de Biscarrosse, qui est du coup la ville dans le sud-ouest qu'on a tourné, qui avait absolument jamais joué la comédie et Ouais, qui est pour le on coup peut assez dire ça. Ouais. exceptionnel sur ce Bien aussi, ouais, décalage. c'est les confrontations un peu décalées, un peu mal à propos, c'est-à-dire le fait de faire se rencontrer encore une fois le requin, qui est une figure américaine,
et le Sud-Ouest, pour nous, ça marche un peu de la même façon, en fait, que de faire se rencontrer des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels. Ça crée une étrangeté qui nous plaît. Parce que c'est vrai que ce qui est marrant avec les acteurs non pro, c'est qu'ils, forcément, ils vont être un petit peu impressionnés par le dispositif du tournage, par la caméra, par le monde qu'il peut y avoir sur un plateau. Et du coup, ils sont naturels, mais en même temps, ils jouent un peu bizarrement aussi. Donc ça crée un truc qui clash un peu avec le jeu des acteurs professionnels, et c'est vrai que c'est un truc qui nous plaît, qui crée un décalage Très, très comique un bien. peu. Voilà. Effectivement, ça, c'est quelque chose sur laquelle je voulais revenir. Plutôt, si vous pourrez déjà décrire un peu plus la région dans laquelle vous avez tourné et que ce que vous associez avec le lieu. Je viens d'entendre que effectivement vous le connaissez assez bien, ou en tout cas la région. Et peut-être tout qui va avec, c'est comment vous avez été accueillis et qu'est-ce qui s'est passé avec les personnages en fait, ou avec les personnes qui sont réellement là-bas, peut-être. D'accord, ouais. Mais en fait, la région, nous, c'est la région où on a grandi, plus ou moins. Alors nous, on a grandi un peu plus dans les terres, donc dans le département voisin, mais en gros, notre père habite le bassin d'Arcachon, et on a tourné une partie au bassin d'Arcachon, une autre partie à Biscarrosse, qui est vraiment juste à côté, pour le coup. Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est l'idée de rendre hommage au Sud-Ouest où on a grandi, mais en même temps de pas filmer exactement le vrai Sud-Ouest. On aime bien créer un univers de fiction qui soit un univers décalé. Donc en fait, on reprend un peu les archétypes du Sud-Ouest avec l'accent, avec les lieux qu'on filme, mais en même temps, on crée des fausses villes. Par exemple, la Pointe, ça n'existe pas. Parce qu'on aime bien l'idée que ce soit un peu un monde parallèle et un vrai monde de fiction. Alors, c'est peut-être parce que nous, on a grandi avec Stephen King et qu'il a un Maine un peu alternatif avec des fausses villes. Et on a bien l'idée de s'inspirer de l'esprit d'une région, mais pour autant d'en faire un vrai monde de fiction. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on utilise des grands angles et des focales un peu bizarres à la caméra, parce que ça déforme aussi les lieux et ça crée une espèce d'univers tout de suite un peu bande dessinée ou un peu décalé. Et ça, pour le coup, on a vraiment à cœur ce truc-là. Après, je pense on a été plutôt bien accueillis. Nous, ce qu'on aime bien avec les acteurs non pros, c'est qu'ils sont un peu aussi émerveillés par le tournage. Et du coup, il y a un truc où ils sont vraiment contents d'être là. Et donc, ça, là où des fois, les acteurs pros et les équipes peuvent, par moment, peut-être avoir perdu le côté, enfin, la magie du cinéma, parce qu'ils nous rappellent que ce qu'on fait, c'est quand même cool. Ça crée une image sur le plateau qui est toujours hyper agréable parce qu'ils sont, oui, parce qu'ils sont émerveillés, qu'ils posent des questions sur ce qu'on fait, sur comment ça se passe, du coup, c'est très agréable de travailler avec eux. Et vous avez déjà dit que vous avez trouvé des acteurs effectivement sur la région. Est-ce que vous avez aussi eu vous avez rencontré des personnages ou des caractères là-bas que vous avez intégrés après dans le script ou dans l'histoire? Alors, c'est marrant, c'est que ça, c'est arrivé sur notre précédent film sur Teddy, où en fait, à la base, le personnage qui joue l'oncle de Teddy, je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, c'était censé être un grand-père, et en fait, on a rencontré un acteur non professionnel qu'on avait pris à la base pour jouer un rôle archi secondaire, finalement, qui était vraiment génial. Du coup, on lui a donné un des rôles principaux. On a réécrit pour lui. Sur l'année du requin, je sais pas si c'est arrivé, ça se... Pas forcément. Après, je pense qu'on s'adapte toujours à ce que sont les acteurs non pro. C'est-à-dire que nous, on écrit des personnages et après, on va avoir des coups de cœur pour des acteurs non pro qu'on va rencontrer. Et ça peut aussi nous faire revoir la façon dont on avait pensé les personnages à la base. Oui. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va pas demander à un acteur non pro de faire de la composition et de ressembler aux personnages qu'on avait imaginés. C'est plutôt nous qui transformons les personnages qu'on avait imaginés à l'image des acteurs non pro qu'on embauche pour le film, parce que les acteurs non pro, ils peuvent être que eux-mêmes, et du coup, on les prend pour ce qu'ils sont, et ça nous force aussi à nous adapter. Après, je pense qu'on change pas forcément de texte. Ça change, par contre, des fois, ce qu'on avait imaginé, tout simplement, c'est que on se fait surprendre par les coups de cœur qu'on peut avoir au moment des castings. Après, ça peut chambouler aussi pas mal notre découpage technique. Par exemple, il y a des séquences qu'on va prévoir en un seul plan ou en deux plans, et l'acteur non pro va ne pas réussir à ressortir son texte, et du coup va falloir découper beaucoup plus pour que ça fonctionne. C'est le cas de la séquence avec le médecin légiste, par exemple, dans l'année du requin, qui était une vraie galère à tourner parce que son texte par cœur, mais il était tétanisé par Marina Foïs, et du coup il n'arrivait plus à parler. En fait, du coup c'était des morceaux de phrases, enfin, c'était un bordel à faire. Donc des fois ça modifie pas mal la mise en scène, mais c'est intéressant, ça permet de remettre en question ce qu'on avait prévu. Donc c'est intéressant. Très bien.
Si on reste encore un instant sur la région et ce que ça implique, il y a en passant en fait, vous abordez le thème de la rivalité entre Provence et capitale, si on veut, et j'imagine que c'est quelque chose à laquelle vous êtes toujours été confronté, non? Alors la vie parisienne, l'image qu'on a de Paris dans la Provence, c'est Oui, 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 bah, pour le coup, nous, on a grandi dans le sud-ouest, mais ça fait peut-être 11 ans qu'on habite à Paris maintenant, et c'est vrai que on est on est devenus des devenu Parisiens un peu les Parisiens. Oui. dans l'esprit des gens, même de notre famille. Mais c'est un peu un conflit qui nous amuse. C'est une petite guéguerre un peu classique en France. C'est une région qui est hyper, en fait, c'est une région qui est Oui, balnéaire et donc qui est très touristique. Et c'est vrai qu'au final, le tourisme fait vivre la région, mais en même temps, les habitants, les locaux maudissent un peu les touristes qui viennent en nombre l'été, et forcément qui leur prennent leur plage, etc. Mais en même temps, ça les fait vivre, donc c'est un peu paradoxal. mais nous, on a plutôt Donc envie c'est, de réconcilier ces deux choses-là, puisqu'on est, on est des Parisiens dans le sud-ouest et à ouais, Paris, on c'est est des gens du classique, oui, sud-ouest. Donc, on a un peu les deux, bien sûr. double casquette. Très bien. c'est ça. Peut-être en revenant au sujet du film, plus concrètement du requin, est-ce qu'en France on discute vraiment qu'avec le changement climatique il y a un changement de comportement avec des requins ou d'où vient cette idée? Cette idée, Alors, c'est un peu une exagération de la réalité. C'est vrai que euh, par exemple, ça fait quand même plusieurs années qu'on voit toujours des gens, je sais pas, en Méditerranée, il y a des méduses qui sont là, qui ne devraient pas être là. On a vu, cette année, il y avait des requins bleus, pareil, en Méditerranée, autour de Marseille. Donc, on voit de plus en plus dans l'actualité des cas, en fait, d'animaux qui se retrouvent là où ils devraient pas être à cause du réchauffement climatique. Le grand requin bulldog, c'est nous qui extrapolons un peu, c'est de l'anticipation, mais on exagère un peu quelque chose qui se produit déjà. Par exemple, il y a le truc avec les frelons dont il parle au début qu'Admiral dans le film. C'est pareil, c'est une exagération de ce qui se passe, mais par exemple, dans le sud-ouest, il y a le frelon asiatique il y a depuis une dizaine d'années qui remplace progressivement les frelons locaux. Donc oui, non, ça, c'est des choses qui arrivent. On exagère. c'est une façon aussi peut-être de se servir de l'image du requin qui est un monstre classique du cinéma américain, enfin, comme par exemple dans Jaws de Spielberg, et de le mettre au service d'un truc plus contemporain. C'est sûr que à l'époque des Dents de la Mer, un requin qui est là où il devrait pas, là où il devait pas être, c'était juste un code du genre. Et aujourd'hui, ça fait peut-être écho à des problèmes écologiques et du coup, ça résonne un peu différemment. Du coup, on se sert aussi de cette image-là pour parler d'un sujet plus contemporain, quoi.